La République des valeurs vous offre Prépa-Bac 2020. Chers élèves et chers téléspectateurs, nous voilà encore une fois pour vos cours quotidiens avec Prépa-Bac. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le commentaire du document en histoire. Mais avant de commencer le cours, toujours comme nous sommes dans le contexte de la pandémie, nous allons lancer encore une fois de plus ce message de sensibilisation, c'est-à-dire de porter des masques, de rester chez vous, de respecter donc la distance de 1 mètre entre votre interlocuteur et de ne sortir de la maison que si vraiment c'est nécessaire. Et ne pas oublier également le dispositif de lavage des mains, donc de manière assez régulière pour essayer de freiner cette pandémie qui est en train de prendre des proportions quand même inquiétantes. Donc comme je le disais à l'entame, donc nous allons aujourd'hui vous présenter le commentaire de document. Donc, le commentaire de document en histoire. Donc on va préciser le commentaire de document en histoire parce que le commentaire également est un exercice assez transversal parce qu'en littérature, c'est-à-dire en français, vous avez l'habitude de faire des commentaires. En philosophie également, donc vous avez l'habitude de faire des commentaires. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler donc là du commentaire historique qui est un exercice essentiel, donc qui est un exercice formateur. Donc on dit que c'est l'exercice le plus formateur donc, en histoire parce que cet exercice permet de placer l'élève dans une situation d'analyse, dans une situation de mobilisation donc, de ressources aussi bien internes, c'est-à-dire les différentes leçons acquises donc, au cours des enseignements-apprentissages, mais également donc, au niveau du document qui est présenté. Donc, ce document, qu'on appelle naturellement donc, des ressources externes. Okay? Donc, pour ce faire, donc, pour rappel, donc, nous avons deux types de commentaires. Le premier, c'est le commentaire dit libre. Le commentaire libre. Donc, dans le commentaire libre, on présente un document à l'élève. Donc ce document, naturellement, donc, on présente un document à l'élève. Le plus souvent, c'est un texte, un extrait de texte. Donc ça peut être également une image iconographique. Ça peut être une carte. Ça peut être également, comment dirais-je, des affiches, etc. Mais le plus souvent, on présente à l'élève donc là un texte. Mais donc le document à donc présenter, le document à commenter, ça peut être tout ça à la fois. Donc bien vrai que le plus souvent, donc au niveau des évaluations scolaires, donc, on présente de manière systématique donc là des textes en occultant parfois. Donc ce n'est que rarement qu'on présente soit des images, soit des cartes, mais quand même que les élèves sachent effectivement que dans le cadre d'un commentaire, on peut aussi bien présenter un texte à commenter, un texte ou bien des textes. Voilà. Donc je vais y revenir, parce que le commentaire peut porter sur un texte ou bien sur donc, plusieurs textes. Ça peut porter sur une image d'affiche, image iconographique, etc. Donc par exemple, montrer un bras de fer entre Staline et Truman, par exemple, chacun assis sur une bombe atomique, par exemple. Donc, on peut montrer une carte donc, marquant la délimitation de ce qu'on appelle le rideau de fer et on demande aux élèves de commenter, ou bien on montre une carte du mur de Berlin, etc. Donc ça, on peut montrer tout ça on peut présenter tout ça donc, à la fois, ou bien aux élèves à commenter. Donc, retenons que le commentaire peut être un commentaire libre. Et ce commentaire libre est laissé, donc on donne un texte sec à l'élève. Maintenant, c'est à l'élève de s'organiser suivant la démarche indiquée. Donc, si on présente à un élève un commentaire libre, naturellement, l'élève doit présenter
il doit présenter le document. J'ai dit le document, ce n'est pas dit le texte, parce que bon, je vous ai dit que le document, ça peut être un texte, une image, une carte ou bien autre. Donc, présenter le document. Donc, l'élève doit présenter le document. Donc, présenter le document revient à donner la nature du document. Donc, la nature du document. Maintenant, ici, si le document c'est un texte, vous le dites. Si le document est une image, vous le précisez. Si le document est une carte également, vous précisez avec les titres. Donc, ensuite, nature du document. Donc, on a source du document. Donc, d'où est-ce que ce document est tiré? Par exemple, si c'est un texte, on va dire que c'est un texte extrait de tel ou tel ouvrage, l'image est de tel ou de tel, donc la source est naturellement donnée, donc l'auteur. Auteur. Donc, de quel type de document s'agit-il? D'où est tiré ce document et qui en est l'auteur? Donc voilà la présentation donc là du document. Donc la présentation du document requiert au moins maintenant donc là de sortir ces trois éléments. Donc c'est ce qu'on appelle, donc on va y revenir lorsque nous allons parler de l'évaluation critériée. Donc ça au moins c'est le minimum que peut attendre quand même d'un élève qui a à présenter un document. Donc au minimum il doit donner la nature du document, il doit donner la source du document, mais également il doit préciser donc l'auteur du document. Naturellement. Ensuite, on a dit présentation du document, présentation de l'auteur. Hein, présenter l'auteur. Donc présenter l'auteur donc revient à faire sa biographie. Et sa bibliographie. Donc, maintenant, quand on parle de la biographie, donc là de l'auteur, c'est donc date de naissance et date de décès. Date de naissance, bon, et date de décès s'il est décédé, bien sûr, mais s'il n'est pas décédé, il ne faut pas le tuer, hein, donc il faut le laisser en vie. Il faut également donner sa nationalité, donner la fonction. Donc, et maintenant la bibliographie revient à donner, donc là, si c'est un auteur seul, donc les différentes publications, ou bien les événements marquants de sa vie. Par exemple, quand on a affaire à la biographie la biographie de Senghor, on a dit qu'il est né en 1906 à Joal, Fadiout, etc. Donc, ensuite, mais quand on a affaire à sa biographie, donc naturellement, on va citer, donc c'était un poète. On peut citer quelques-uns de ses poèmes, donc Hostie Noire, etc. Ensuite, on va citer ses fonctions politiques, donc, comment dire, ancien président de la République du Sénégal de 1960 à 1980, également ancien membre de l'Académie française, etc. Ça, si c'est nécessaire, on peut le dire. Ça dépend de quel aspect donc de Senghor qu'on va développer. Donc, mais retenez tout simplement ça. Donc pour présenter l'auteur, on donne sa biographie et sa bibliographie. Sa biographie, c'est-à-dire c'est des événements relatifs donc, à sa date de naissance, son lieu de naissance, donc son lieu de décès, si tant est qu'il est décédé. S'il ne l'est pas, naturellement, je l'ai évoqué, il ne faut pas le tuer. Ensuite, donc, là, sa biographie, c'est-à-dire les faits marquants de sa vie. Ensuite, toujours dans le cadre d'un commentaire libre, hein, on vous donne simplement le texte, mais vous êtes donc obligé de faire ça aussi. Comment dirais-je? Donner le contexte, dégager le contexte historique. Dégager le contexte historique. Le contexte historique. Mais naturellement, nous avons toujours dit donc le contexte doit être pertinent. Hein? Donc le contexte historique, c'est le contexte qui mène. Le contexte historique, c'est les événements qui ont inspiré la rédaction donc là, du texte. Sur quoi l'auteur s'est basé pour écrire le texte. Qu'est-ce qui a inspiré donc la rédaction du texte? Et ici, pour le contexte historique, donc on peut avoir un contexte général, on peut dégager un contexte général, mais également un contexte particulier. Donc dans le cadre d'un commentaire, donc pour montrer à votre correcteur que vous avez effectivement compris, il est recommandé aux élèves de dégager donc là le contexte particulier.
Hein. Par exemple, je peux parler, je donne un exemple, un texte de Truman qui parle du containment. Donc quand on va parler du texte de Truman du containment, mais ce texte s'inscrit dans le contexte général de la guerre froide. Mais plus particulièrement, donc le contexte particulier donc, de la doctrine de Truman, mais c'est la division du monde, là c'est donc la bipolarisation, donc le début de la guerre froide, parce que la doctrine Truman donc, a été dégagée donc, en 1947. Donc ce texte marque le début de la bipolarisation. Quand on dit pour ce texte que j'ai cité tantôt que ça s'inscrit dans le contexte général de la guerre froide, c'est pas faux, mais il faudrait aller donc dégager dans quel aspect donc là de la guerre froide, parce que la guerre froide est marquée donc tantôt par la bipolarisation, tantôt par la période de la détente, la reprise de la guerre froide, la guerre fraîche, la guerre de Corée, donc la crise de Cuba, etc. Donc tout ça sont différents événements donc de la guerre froide. Mais si on vous présente un texte que vous situez de manière assez précise le contexte donc, particulier de ce texte, ça donne une idée donc, beaucoup plus nette donc, sur votre capacité de compréhension. Parce que n'oubliez pas que j'ai dit au début que le commentaire est un exercice analytique basé sur des compétences analytiques donc, là, de l'élève, mais basé également sur une culture historique. Et dès le contexte historique, dès que l'élève dégage le contexte historique, on peut jauger donc, là, de sa culture historique. Est-ce que l'élève a une bonne culture historique? Et à partir de ce moment, donc, ça peut donner donc, là, des idées assez précises. Ensuite, après le contexte historique, on peut demander à l'élève de faire un résumé du texte ou bien analyse. Donc, on ne fait pas les deux à la fois, on en choisit un. On fait résumé ou analyse. Voilà. Ensuite, on va faire donc en dernier lieu, on va faire un plan. Le plan, donc dans le cadre d'un commentaire libre, le plan doit être un plan détaillé. Le plan doit être un plan détaillé. C'est pour cela que quand l'élève est appelé à faire un commentaire libre, on demande en premier lieu de faire une numérotation donc là, du texte. Donc de numéroter de la première ligne à la dernière. Donc de donner les numéros. Donc, parce que quand on va faire un plan détaillé par exemple, on va dire que le texte comporte par exemple trois parties. La première partie c'est de la ligne numéro 1 à la ligne numéro 5. Ensuite, on peut dire que la ligne 7 à la ligne 15 c'est donc la deuxième partie, et de la ligne 15 vers la fin c'est la deuxième partie. Ici pour le plan détaillé également, pour chaque partie, donc plan détaillé, pour chaque partie il faut donner, pour chaque partie il faut donner un titre, pour chaque partie un titre pour chaque partie. Donc vous voyez, et là ce n'est que l'introduction du commentaire libre. Donc pour le commentaire libre, donc il faut présenter le document, il faut présenter l'auteur, il faut dégager le contexte historique, il faut choisir entre faire le résumé ou bien l'analyse, dégager un plan détaillé, et pour ce plan détaillé, pour chaque partie de ce plan détaillé, donc il faudra naturellement donner un titre pour chaque partie. Donc ça, c'est pour le commentaire libre. Ensuite, venir à la deuxième partie, c'est le développement. C'est le développement, ça c'est l'introduction. Donc la première partie là, tout ça c'est l'introduction. Hein? Introduction, tout ça c'est l'introduction. Vous voyez que l'introduction dans un commentaire libre comporte plusieurs éléments. Hein? Et si le développement, c'est ce développement ou commentaire proprement dit. Ou le commentaire proprement dit. Développement ou commentaire proprement dit. Donc, dans le développement ou commentaire proprement dit, c'est les différentes parties qu'on a annoncées ici, donc au plan, c'est ces différentes parties qu'on va commenter. Si ici, on a dégagé 3 parties,
et pour chaque partie, on a donné un titre, naturellement, donc on va écrire première partie, on donne le titre, ensuite on fait le commentaire donc là, de cette partie, ensuite si on en finit, on va aller deuxième partie, donc on donne le titre et on commente. Voilà. Et à la fin, donc on va maintenant faire une conclusion. Donc maintenant pour la conclusion, donc il faut naturellement dégager la portée historique. La portée historique. La portée historique, c'est l'enseignement, ou bien les renseignements que le texte vous a apporté, donc là du point de vue historique, quelle information supplémentaire le texte donc là vous a permis donc là de comprendre, ou bien quelle information supplémentaire que le texte a apporté sur votre connaissance historique. Ensuite, donc on va dégager, donc ça c'est pas toujours évident, mais on peut dégager également, donc j'allais dire, intérêt historique d'abord. Excusez, l'intérêt historique, c'est quelle information le texte vous a apporté. Ensuite, on va parler de la portée historique. La portée historique, c'est le deuxième élément. La portée historique, c'est quelle répercussion que le texte a eu dans l'avenir, quelle répercussion que le texte donc, a donné, quelles sont les conséquences donc, issues de ce texte. Et ensuite, enfin, on va faire la critique d'ensemble. Critique d'ensemble sur le style, etc. Donc vous voyez, ça c'est dans le cadre d'un commentaire classique. Dans le cadre d'un commentaire classique. C'est un exercice assez exigeant. Donc c'est un exercice assez exigeant, assez difficile. Hein, surtout que pour l'introduction uniquement, vous voyez que donc, les élèves donc, avaient plusieurs niveaux d'exigence à satisfaire. Maintenant, fort de ce constat que le niveau d'exigence était assez élevé pour des élèves de la classe de terminale. Donc, en 2014, comme nous l'avons dit, comme dans le cadre de la dissertation, en 2014, avec les réformes du bac IOMOA, en 2014, avec les réformes du bac IOMOA, pratiquement, bon, ce n'est pas officiel, hein, mais pratiquement, ce type de commentaire est révolu parce que depuis 2014, on n'a plus de propositions de sujets portant sur un commentaire libre. Donc, les propositions de sujets, donc à partir donc, là, du bac IOMOA, donc, portent essentiellement sur ce qu'on appelle le commentaire suivi ou commentaire ou dirigé. Les deux noms également sont le commentaire suivi. Suivi de quoi? Le commentaire suivi de questions ou bien le commentaire dirigé. C'est-à-dire ici la réflexion de l'élève elle est dirigée, elle est orientée. Donc maintenant on ne va pas donc, donner un texte assez sec à l'élève et que l'élève s'organise en donc, présenter le texte, présenter l'auteur, dégager le côté historique, analyser, etc. Revenir. Donc non. Mais ici, on va préciser de manière assez calibrée à l'élève le travail attendu. Qu'est-ce qu'il va faire ou bien qu'est-ce qu'on attend de l'élève. Parce que je vous ai dit que donc, un des aspects essentiels donc, là, de la réforme du bac IOMOA, c'était de permettre de faire une évaluation critériée. Donc une évaluation donc, qui répond à des critères. Et donc pour que ces critères-là puissent être observés, puissent être évalués, naturellement, donc il faut donner à l'élève des questions assez précises, des questions assez nettes, une tâche donc bien définie à faire. Et naturellement, présenter le texte autre, mais ça dépendra. Parfois, dans certains textes, on va demander tout simplement de présenter le texte. Si on demande de présenter le texte, présentez uniquement le texte, ne présentez pas l'auteur. Si on demande de présenter l'auteur, présentez uniquement l'auteur, hein, présentez l'auteur
Et même pour présenter l'auteur, parfois, on ne demande pas de tout présenter de l'auteur. Par exemple, on peut demander de présenter l'auteur en précisant sa fonction et 2 événements marquants de sa vie. Maintenant, si on dit présenter l'auteur, donc, sa fonction et 2 événements marquants de sa vie, on n'a pas besoin d'aller maintenant de faire sa biographie, parce que là, on va faire simplement sa bibliographie. Parce qu'on n'a pas besoin de dire où est-ce qu'il est né, où est-ce qu'il est né, ou quelle date est-il décédé, etc. Donc on n'a pas besoin de faire tout ça, parce que ici, donc la question elle est bien dirigée. La question nous demande de présenter l'auteur en précisant 2 événements marquants de sa vie. Donc on précise 2 événements marquants de sa vie et on s'en tient là. Donc vous voyez, donc ici, le niveau de question, donc le niveau d'exigence est donc beaucoup plus allégé. Et on a tendance aujourd'hui à présenter ces types de... Aujourd'hui, on a tendance au niveau des évaluations, donc à l'école, les compositions, les devoirs, et également au bac, on a tendance maintenant à présenter ce type donc d'exercice. Bon, pour peut-être l'autre exercice, peut-être pour le concours général ou bien d'autres concours où le niveau d'exigence est beaucoup plus élevé, on peut donc demander aux élèves de le faire. Mais en tout cas, en ce qui concerne les évaluations au niveau du bac, donc depuis pas mal d'années, 5 ou 6 ans, donc on ne présente que des commentaires, donc là, suivi. Et ici, pour le commentaire suivi, si on regarde bien aussi, il y a un certain nombre de questions qui reviennent. Naturellement, on va demander soit de présenter l'auteur, de présenter voilà, le texte, mais quand on vous demande de présenter l'auteur, je vous ai dit, on ne demande pas de tout présenter l'auteur. On exige de quoi présenter, donc soit 2 événements marquants, ou bien sa fonction, ou bien etc. Donc on précise. Puis on demande le contexte historique. Je vous ai rappelé que le contexte historique, c'est une question qui revient souvent. Le contexte historique, naturellement. Ensuite, on demande, par exemple, d'expliquer des passages soulignés du texte. Expliquer le passage souligné du texte. Passage souligné du texte. Ou bien, on peut demander donc là d'expliciter les événements cités. Donc, parmi les événements cités dans le texte, donc là, expliquer 2 événements de votre choix. Ah, donc, expliquer les événements expliquer les événements de votre choix. Donc, on peut citer 4 événements dans le texte, 5 événements, mais maintenant, on peut vous demander d'en prendre 2 ou bien d'en prendre 3. Donc, vous voyez que c'est allégé. Et on peut vous demander également de dégager la portée historique. On a tendance à demander la portée historique. Ou bien de demander l'intérêt, ou à la fois les deux. Voilà. Donc, si vous observez bien, donc présenter le texte ou bien présenter l'auteur, ça renvoie à l'introduction. Ça renvoie à l'introduction. Donc, pour le commentaire, donc libre, ça renvoie parce que ces aspects-là, on les retrouve ici dans le commentaire libre. Donc, mais on a allégé ici ces aspects-là. Ensuite, si on demande d'expliquer un passage du texte ou bien d'expliquer les événements cités dans le texte, des événements de votre choix, ça donc renvoie au développement. Et quand on demande de dégager la portée historique ou bien l'intérêt historique, ça renvoie à la conclusion. Donc, pour vous dire que pratiquement ici, on a allégé, mais on a respecté l'esprit. Donc, on a allégé en présentant maintenant aux élèves le commentaire suivi, le commentaire dirigé, mais maintenant on a respecté l'esprit, la démarche. Donc, en tout cas, la forme du commentaire, parce qu'on trouve la partie introduction, la partie développement et la partie conclusion. C'est pourquoi, donc je vais préciser ici, il faut quand même insister là-dessus. C'est pourquoi les questions
dont on présente au niveau du bac ou bien du BFM, il faut respecter l'ordre des questions. Parce que si vous inversez l'ordre des questions, maintenant vous allez mettre le développement à la place de l'introduction ou bien l'introduction à la place du développement. Et il y a certains collègues, comme le professeur Babacar Diouf ou d'autres collègues, qui n'acceptent pas. Donc là, c'est cette inversion. Donc là, on vous demande de présenter l'auteur, de dégager le contexte historique. Donc il faut respecter cet agencement des questions parce que ça répond à l'organisation du devoir. Parce que je vous ai montré ici ces questions. Certaines questions renvoient à l'introduction, mais la place de l'introduction, on ne peut pas la mettre ici à la conclusion. Ok, donc vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas mettre ça. La place également du développement ne peut pas être ici à l'introduction. Donc vous voyez que c'est la manière dont les questions sont posées, donc c'est une manière très bien structurée. Et donc pour respecter la démarche, pour respecter la cohérence, parce que c'est une des exigences, donc là des nouveaux formats du bac et au MOA, pour respecter la cohérence, donc il faut respecter l'ordonnancement des questions. Parce qu'auparavant, on disait aux élèves, voilà, maintenant dans le cadre de nos commentaires, mais dans le cadre des questions, maintenant commencez par la question qui vous semble être la plus facile. Hein? Mais maintenant, si on le fait, on va... Bon, il y a peut-être d'autres collègues qui vont accepter donc, cette démarche. Mais maintenant, la démarche la plus sûre, en tout cas, beaucoup de collègues ne l'acceptent pas, parce que la manière dont les questions sont structurées, donc ça répond donc, aussi bien à l'introduction pour certaines questions, d'autres, ça renvoie au développement et d'autres à la conclusion, comme je l'ai un peu expliqué ici. Donc il faudrait donc respecter cet avancement des questions. Donc il faut répondre à cela. Et si vous le faites, donc vous n'aurez pas de difficulté. Mais maintenant, si vous inversez l'ordre des questions, par exemple, vous pouvez avoir, si vous avez la malchance de rencontrer un collègue qui respecte les principes, les normes, mais naturellement, il ne pourra pas vous donner le nombre de points requis parce que vous n'aurez pas à respecter la cohérence, donc qui est une des exigences, qu'on appelle une des critères, les critères minimaux. Je vous ai dit la fois passée avec la dissertation que les évaluations critériées, donc on demande des critères minimaux. Donc là, les critères minimaux, c'est des critères que chaque élève doit au moins remplir. Donc critères minimaux, c'est des critères de cohérence. Les critères minimaux 2, c'est les critères de respect, donc là, du vocabulaire de la discipline, etc. Donc des critères de pertinence aussi. Il faut, donc vous voyez, tout cela, c'est des niveaux d'exigence que donc, les élèves doivent satisfaire. Okay? Donc je peux maintenant, en guise d'illustration, vous donner un peu de... donc, un exemple. On peut donner un exemple concret de commentaires suivis, des questions, en reprenant un peu le bac, non pas 2019 comme on avait fait la fois passée avec le commentaire, la dissertation, mais en reprenant le bac 2018. Donc pourquoi nous avons choisi cet exemple du bac 2018? Eh bien parce que tout simplement, donc lors de cette épreuve, on a présenté aux élèves deux textes. Voilà. Donc le commentaire présenté donc aux élèves, le commentaire portait sur deux textes. Ce n'est pas un seul texte, parce que je vous l'ai dit au début que le commentaire de documents, ça peut porter sur un seul document, ça peut porter sur plusieurs documents. Mais maintenant, pour ce bac 2018, et même donc d'autres existent, pour ce bac, le commentaire portait sur deux textes. Un texte de Modibo Keïta et un texte de Gamal Abdel Nasser, donc pour le bac 2018. Donc vous voyez deux textes. Donc c'est possible dans le cadre d'un commentaire, donc on vous présente plusieurs documents. Donc on peut présenter un seul document comme c'est ce qui est commun en classe d'habitude, donc des devoirs en classe ou bien les évaluations, les compositions entre autres. Donc on présente souvent un texte, mais il se peut qu'on vous présente également deux textes. Et généralement quand on présente deux textes, donc tous les deux textes ont le même thème.
Donc, généralement, donc, les deux textes portent sur le même thème. Et donc, au bac 2018, on a présenté deux textes. Donc, le texte discours de Modibo Keïta. Et un discours également comment dire, de Gamal Abdel Nasser. Donc on a présenté ces documents-là. Et pour tous ces deux documents, donc ça, c'était donc là des discours, comme je l'ai dit, mais des discours à la conférence de Belgrade. Conférence de Belgrade. 1961. Donc celui-là également, la même chose, conférence de Belgrade, 1961. Donc généralement, c'était une conférence qui regroupait donc, les pays non alignés. Hein? Les pays non alignés. Donc les pays non alignés à la conférence de Belgrade, 1961. Donc vous voyez, généralement quand on présente deux ou trois textes, donc c'est des textes qui portent sur le même thème. Dans le cadre d'un commentaire, on peut présenter à la fois la doctrine Zhudanov et la doctrine Truman. Donc on voit que la doctrine Zhudanov qui explique un peu la pensée soviétique, donc la conception philosophique soviétique de la guerre froide, mais également la doctrine Truman qui explique la conception philosophique donc là, du bloc de l'Ouest. Donc concernant la guerre froide, donc on peut voir donc parmi ces deux, c'est le même thème sur la guerre froide. Ici c'est la même chose, c'est le même thème. Donc le thème, donc naturellement, ça porte sur le mouvement des non alignés. Et donc parmi ces thèmes, on demandait de manière concrète donc aux élèves, donc par exemple pour la consigne, donc pour la consigne numéro 1, on demandait aux élèves de présenter, c'est ça. De présenter les deux auteurs. De présenter les deux auteurs. Présenter les deux auteurs. Mais également, on demandait toujours aux élèves, en indiquant les pays d'origine et les fonctions exercées. Donc, en indiquant pays d'origine et les fonctions au moment les fonctions exercées donc là au moment de la conférence. Au moment de la conférence. Les fonctions exercées au moment de la conférence. Vous voyez, donc on a dit ici, donc c'est un commentaire qui est dirigé, un commentaire qui est dirigé. Mais maintenant ici, naturellement, donc la question est bien dirigée. Donc l'élève ne va pas parler de tout ce qu'il sait donc là, de ces deux auteurs, mais on lui a demandé des questions précises sur les deux auteurs. Qu'est-ce qu'on a demandé à l'élève? Donc là, de présenter Nasser, de présenter Modibo Keïta et de présenter Gamal Abdel Nasser, mais ne pas dire de tout ce qu'ils savent de Gamal Nasser ou bien de Modibo Keïta, mais ils vont préciser simplement leur pays d'origine. Ils vont également préciser les fonctions que chacun d'eux exercer au moment de la conférence, c'est-à-dire en 1961. Donc vous voyez, ça c'est des questions précises. Maintenant, je vous ai dit, parce que c'est une évaluation critériée, donc on donne donc là des questions qui sont univoques, c'est-à-dire des questions où la réponse ne sera pas dichotomique. Ce serait, donc on attend de l'élève
Donc, on attend de l'élève une réponse précise, parce que la question est précise. Donc, la question est précise. Donc, si on demande la nationalité de Modibo Keïta, Modibo Keïta, donc on a dit de préciser en indiquant leur origine. Donc, Modibo Keïta est un Mali, il est de nationalité malienne. Nationalité malienne. Donc, il est du Mali, nationalité malienne. Donc, d'indiquer la fonction exercée au moment de la conférence. En 1961, il était le président. Donc, en 1961, il était le président de la République du Mali. Président de la République du Mali. Du Mali. Donc, vous voyez, la réponse, elle est précise. Parce que la question est précise. Donc, la réponse ne peut être que précise. Si vous ne donnez pas cette réponse, naturellement, donc vous n'avez pas donc répondu aux attentes. N'est-ce pas? On va faire de même également pour Gamal Abdel Nasser. Nasser est de nationalité. Donc, il est égyptien. En 1961 également, comme Modibo Keïta, il était le Raïs ou le président, parce que les Arabes ont l'habitude de dire Raïs, il était le Raïs, donc là, égyptien, il était le président de la République de l'Égypte. Donc vous voyez, ça c'est des questions précises. Et maintenant, c'est le type de questions qu'on a avec les nouveaux formats du bac et au moment. Donc si l'élève fait un peu attention à l'analyse de la question, si l'élève décortique la question, mais facilement, il peut donner donc là des réponses attendues. Mais parfois, certains élèves ils ne font pas attention aux questions posées. Maintenant, ils vont voir quelque part sur la question, ils vont voir Modibo Keïta. Maintenant, ils vont raconter tout ce qu'ils savent de Modibo Keïta. Alors que la question ne demande pas tout ce que vous savez de Modibo Keïta, mais la question demande, par exemple, des aspects bien précis donc là, de la nationalité de Modibo Keïta. Et naturellement, c'est sa fonction au moment où il prononce ce discours, parce que ces fonctions donc, peuvent évoluer. Ces fonctions peuvent évoluer. Donc, ces fonctions peuvent évoluer. Par exemple, quand on demande poser une question, si on pose une question sur les fonctions de Senghor en 1961, lui, à cette période, il était président de la République du Sénégal. Mais ses fonctions en 1983, ben, il n'était plus président de la République du Sénégal, mais il était membre de l'Académie française. Donc les fonctions évoluent dans le temps. Donc c'est pour ça qu'il faut contextualiser toujours les réponses. Contextualiser, parce que l'histoire est toujours... L'histoire se réfère toujours au contexte. Ce n'est pas fortuit qu'on parle de contexte historique. Donc dès lors qu'on parle de contexte, les réponses doivent naturellement s'insérer dans ce contexte pour avoir donc, les critères donc, là, de pertinence. Donc les critères de pertinence. Ensuite, toujours pour la même question, elle continue la consigne. Hein? Ensuite, puis en évoquant pour chacun un fait historique dans lequel il s'est illustré. Donc, évoquer pour chacun un fait historique. Un fait historique où il s'est illustré. Où il s'est illustré. Un fait historique où il s'est illustré. Donc, je récapitule. Donc, ici, pour la question, pour la première consigne, il s'agit donc là de présenter les deux auteurs des deux textes, parce que je vous ai dit qu'on a donné deux textes, c'est le bac 2018. Hein. Donc, on a donné deux textes, un texte de Modibo Keïta et un texte de Gamal Abdel Nasser. Donc, c'est-à-dire au moment de la conférence de Belgrade 1961, mais aussi, ici, d'évoquer pour chacun un fait historique où il s'est illustré. Donc, on va évoquer toujours quel est le fait historique dont Modibo Keïta s'est illustré. Donc on peut dire, par exemple,
que Modibo Keïta a participé à la formation de la RDA. Bon, peut-être pour les élèves, ils n'ont pas encore cette information, la formation de la RDA, parce que cette leçon, c'est la leçon numéro 9. Et avec l'évolution du programme, vous n'en êtes pas encore à ce niveau. Donc la formation de la RDA 1946. Ou bien on peut évoquer également la formation de la Fédération du Mali. Hein? La Fédération du Mali. Modibo Keïta, Fédération du Mali. 1959. Donc la Fédération du Mali, peut-être également les élèves de terminale n'ont pas encore fait cette leçon parce que c'est la leçon numéro 9. La Fédération du Mali regroupait le Sénégal et le Soudan français. Le Soudan français, c'est aujourd'hui le Mali. Donc en 1959, autant pour moi, au moment où, dans le cadre de loi 4 de Gaston Defferre, 1956, les pays où l'indépendance était inéluctable, Senghor ne voulait pas que les pays de l'Afrique de l'Ouest partent divisés. De concert avec Modibo Keïta, le Sénégal et le Mali avaient décidé ensemble de former un seul pays. Le Sénégal et le Mali étaient un seul pays au moment de l'indépendance. Et ce pays s'appelait la Fédération du Mali. Donc la Fédération du Mali, c'était donc l'union du Sénégal et du Mali. Et Senghor et Modibo Keïta et Mamadou Dia, naturellement, ont été les principaux précurseurs de la Fédération du Mali. Et Modibo Keïta a joué un rôle extrêmement important. Mais malheureusement, la Fédération du Mali n'a pas survécu. La Fédération du Mali n'a duré que quelques mois. À cause des divergences entre Senghor et Modibo, donc il y a eu une division du pays et l'ancien Soudan français donc, est devenu aujourd'hui le Mali et le Sénégal, donc naturellement a déclaré son indépendance. Hein. D'ailleurs, la date de l'indépendance est toujours polémique. Et ici, donc c'est pour ça que si vous observez bien, le Sénégal et le Mali sont les deux seuls pays au monde qui ont le même drapeau. Le Sénégal c'est vert jaune rouge, le Mali c'est vert jaune rouge. Et le Sénégal, pour marquer la différence, ils ont mis une étoile verte au milieu. Au niveau également donc du Mali également, on a le drapeau. Le Sénégal et le Mali, je le dis, c'est les deux seuls pays qui ont donc là les mêmes drapeaux au monde, mais c'est les deux seuls pays également qui ont la même devise. La devise du Sénégal, c'est un peuple, un but, une foi. La devise du Mali, c'est un peuple, un but, une foi, parce que tout simplement, ces deux pays étaient le même pays, mais à cause des contingences historiques, ces pays-là sont vus que malheureusement, il y a eu une partition. Donc, un événement qui s'est illustré, on pouvait citer soit la formation du RDA, le Rassemblement démocratique africain, un grand parti africain, ou bien à la Fédération du Mali. Pour Gamal Abdel Nasser, donc on pouvait citer également la nationalisation. La nationalisation du canal de Suez. La nationalisation du canal de Suez, 1956 également. Gamal Abdel Nasser, donc le canal de Suez, qui est le point de transit de la mer Méditerranée vers la mer Rouge, donc a été naturellement construit par des ingénieurs français sous la houlette des Anglais. Et ce canal permettait aux bateaux européens de transiter rapidement de la mer Méditerranée à la mer Rouge. Maintenant, donc Gamal Abdel Nasser, lorsqu'il va accéder au pouvoir, naturellement, donc il va prendre cet aspect-là. Donc Gamal Abdel Nasser va procéder à la nationalisation du canal de Suez. Il s'est illustré également à la deuxième guerre israélo-arabe. La guerre israélo-arabe. Israélo-arabe, etc. Donc toujours en 1956. Donc vous voyez qu'on a cité des aspects précis de la vie de ces derniers. Parce que la question elle est précise. On a dû présenter les deux auteurs en indiquant le pays d'origine et les fonctions exercées au moment de la conférence. Donc ici, les pays d'origine, nous avons dit que Modibo Keïta est malien, Gamal Abdel Nasser est égyptien. Les fonctions précises, Modibo Keïta était le président du Mali à cette période, donc là, la conférence.
Gamal Abdel Nasser également était le Reich égyptien. Donc à cette époque également, comment dirais-je, les événements, un événement dont donc, chacun d'eux s'est illustré. Donc Modibo Keïta s'est illustré lors de la formation de la Fédération du Mali 1959 ou bien de la formation de la RDA, Rassemblement démocratique africain, en 1946. Vous pouvez citer un des deux, c'était deux événements. Gamal Abdel Nasser également s'est illustré donc, à la nationalisation du canal de Suez 1950-56. Donc pour cet élément, vous pouvez l'avoir parce qu'en traitant la leçon relative sur la décolonisation au Proche-Orient, naturellement on va parler donc, des principales guerres israélo-arabes dont Gamal Abdel Nasser a été l'un des acteurs en 1956 parce qu'en nationalisant le canal de Suez. Donc vous voyez donc, que ici, avec les nouveaux formats du bac au moment, donc, on oriente la réflexion de l'élève. C'est pour ça ici, le terme de commenter dirigé donc, là, est pertinent parce que la réflexion de l'élève est dirigée donc, de manière systématique. La réflexion est dirigée parce que les réponses attendues donc, sont donc, des réponses qui seront observables dans le cadre d'une évaluation critique. Je vous ai dit qu'à partir du bac 2014, on parle maintenant d'une évaluation critique. Donc l'élève, on attend de l'élève une certaine production. Et quand on regarde bien également ici, ces types de questions, ça renvoie ici à l'introduction. Ça renvoie à l'introduction parce qu'on donne, comment dirais-je, on présente les auteurs en précisant donc là les faits marquants, etc. Ça renvoie naturellement à l'introduction. Maintenant, la consigne numéro 2. Donc la consigne numéro 2 est relative à dégager le contexte historique des faits relatés. Donc dégager le contexte historique. Des faits relatés dans le texte. Des faits relatés. Ok. Donc ici, ces deux discours, je vous l'ai dit, ont été prononcés lors de la conférence des non-alignés. La conférence des non-alignés. Non-alignés. Alignés, c'est important. La conférence des non-alignés. Pourquoi c'est important? Parce que le contexte historique du monde à cette époque de 1961 était caractérisé par une bipolarisation, c'est-à-dire une bipolarisation, une division du monde, un alignement. Donc les pays étaient soit alliés de l'URSS, donc alliés à l'Est, ou bien alliés à l'Ouest avec les États-Unis, Est-URSS, le bloc de l'Est, et l'Ouest, les États-Unis en tête. Le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Donc on parlait donc là de division du monde en deux pôles. La division du monde en deux pôles. Une bipolarisation du monde. Donc une division en deux pôles. Et donc à partir de 1955, avec l'avènement des pays qui étaient sous colonisation, lorsque ces pays vont accéder à l'indépendance, notamment l'Inde de Nehru, l'Indonésie d'Ahmed Sukarno, comment dirais-je, la Yougoslavie du maréchal Tito. Donc ces pays vont dire qu'ils ne vont s'aligner ni à l'Est ni à l'Ouest. Ils vont créer un mouvement de non-alignés. Non-alignés. Donc ils ne seront ni du bloc de l'Est ni du bloc de l'Ouest. Donc ils vont avoir un mouvement de non-alignés. Ce non-alignement, c'était par rapport à l'alignement Est-Ouest. Donc ici, donc, on ne peut pas comprendre le concept de non-alignement sans pour autant évoquer l'alignement qui existait auparavant entre l'Est et l'Ouest, parce que l'organisation du monde au sortir de la Seconde Guerre mondiale de 1945 était marquée par cette division nette. Les États-Unis avec le bloc de l'Ouest, avec les alliés, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne de l'Ouest, et tous ces pays-là qui étaient alliés au bloc de l'Ouest, et l'URSS avec les pays du bloc de l'Est que Churchill a appelé. Donc ces deux blocs étaient séparés par ce que Churchill a appelé le rideau
le rideau de fer. Donc le rideau de fer. Donc le rideau de fer était la ligne de démarcation entre les deux mondes, l'Est et l'Ouest. Mais maintenant, à partir de 1955, avec l'avènement des pays nouvellement indépendants, donc ces pays, certains d'entre eux, donc comme l'Inde, je l'ai évoqué tantôt, comme l'Indonésie, comme la Yougoslavie, et plus tard ils vont inviter les autres pays africains comme l'Égypte, etc. Donc ces pays vont créer ce mouvement de non-alignés, donc qui sera ni aligné à l'Est ni aligné à l'Ouest. Donc on peut dire ici donc, que le contexte donc, de ces deux textes, ce contexte c'est le contexte c'est la guerre froide. Donc c'est le contexte de la bipolarisation du monde. Ou bien c'est le contexte c'est dans le contexte de l'émergence du tiers monde. Émergence du tiers monde. Le tiers monde. Le tiers monde également, ça reflète également la bipolarisation. Tiers, ça veut dire troisième. Donc bi, ça veut dire deux. Donc on avait l'Est, on avait l'Ouest. Maintenant, le tiers monde, c'est le troisième bloc, le troisième monde par rapport aux deux blocs existants. Donc vous voyez, donc ici, pour dégager le contexte, on pouvait naturellement partir donc soit des relations Est-Ouest, donc qui existaient, qui étaient des relations plus ou moins tendues, plus ou moins difficiles, qui ont donc fait que les nouveaux pays donc indépendants n'ont pas voulu s'aligner ni à l'Est, mais donc créer un troisième pôle donc, qui allait être à équidistance entre les deux pôles déjà existants. Donc vous voyez, donc c'est un peu cela. Donc il faudrait que pour l'élève également, je vous l'ai dit, parce que le contexte historique, c'est un moment où l'élève doit démontrer sa culture historique. Donc, parce qu'on peut déterminer un contexte historique en rappelant les événements économiques, les événements politiques, les événements diplomatiques, ou bien donc là, les événements culturels, entre autres. L'essentiel, que le contexte colle au texte, qu'on donne un contexte pertinent. Parce que je vous l'ai dit, dans le cadre de l'évaluation critérielle, la pertinence, la cohérence, l'utilisation, donc la correcte des concepts de la discipline, tout ceci également est recommandé. Hein, par exemple, quand je parle de tiers-monde, je parle de l'émergence du tiers-monde, je parle donc là du bloc de l'Est, du bloc de l'Ouest. Ça, c'est l'utilisation du guerre israélo-arabe, etc. C'est l'utilisation correcte donc là, des concepts de la discipline, du rideau de fer. Tout ça, c'est des concepts donc, relatifs donc, à la discipline. Donc, vous voyez, et aussi bien la première question que la deuxième question, ces deux questions renvoient à l'introduction. Donc les deux questions, donc là, les deux premières consignes renvoient à l'introduction, parce que l'introduction, donc ça peut présenter un texte. Présenter le texte, ça renvoie à l'introduction. Présenter l'auteur, ça renvoie à l'introduction. Le contexte historique également, ça renvoie à l'introduction. Et ici, donc pour la première consigne, c'était de présenter les auteurs en indiquant donc, certains faits marquants de leur vie et leur fonction. Donc ça, c'était de présenter donc, les auteurs. Et le deuxième élément, c'est donc là, le contexte historique. Similitude de la situation des quatre pays. Des quatre pays. Donc des quatre pays cités dans le document. Bon, je rappelle les quatre pays. Donc similitude des quatre pays cités dans le texte. Les quatre pays. Hein, dans le texte. Donc il s'agit de la Corée, la Chine, de l'Inde, Corée, Chine, Allemagne, et il y a un quatrième pays que j'ai oublié, et du Vietnam, c'est ça. Donc il faut maintenant dégager la similitude. Donc qu'est-ce que ces quatre pays ont en commun? L'Allemagne, hein, donc la Corée, le Vietnam, qu'est-ce que ces pays ont en commun durant ce contexte de la guerre froide? Donc, durant cette période de 1900, donc période citée dans le texte, 1953-1961, donc,
qu'est-ce que ces pays ont en commun? 1953, 1961. 1961. Qu'est-ce que ces pays ont en commun? Naturellement. Donc ces pays, donc on a vu dans le cadre de la guerre froide, donc la Corée donc a été divisée en deux. Donc partition de la Corée. Partition veut dire division tout court, hein, en termes beaucoup plus simples. Division, partition de la Corée. Donc division de la Corée en deux. Corée du Nord. La Corée du Nord, donc communiste, soutenue par l'URSS. Donc Corée du Sud, nationaliste, Corée du Sud, nationaliste, soutenue par, donc Corée du Sud, nationaliste, donc soutenue par les États-Unis. Donc Corée du Nord, URSS, Corée du Sud, donc USA. Donc, et ces deux Corées ont été donc là séparées par donc en deux. Ensuite, c'est la même chose pour la Chine. Donc, la Chine également, donc ça, ces deux Corées, c'est en 1953. Hein, la partition de la Corée, c'est en 1953. Donc pour la Chine également, c'est en 1949. On va noter donc la partition de la Chine, la division de la Chine en République de Chine, République populaire de Chine, et République de Chine, République de Chine. République populaire de Chine, c'est la Chine populaire, la Chine de Mao. La République de Chine, c'est la Chine Taïwan. La Chine de Mao soutenue par l'URSS et la Chine Taïwan soutenue par les États-Unis. Donc, la même chose en Allemagne. En 1900, l'Allemagne donc était divisée également en deux. On a la RDA, République démocratique allemande, soutenue par l'URSS, et la République fédérale allemande, soutenue par les États-Unis. Le Vietnam, la même chose. Le Vietnam, on a le Vietnam du Nord, soutenu par la Chine et l'URSS, Chine. Et on a le Vietnam du Sud, soutenu par les États-Unis. Donc on voit qu'il y a des similitudes entre ces pays-là. Et on demandait aux élèves donc là, de dégager les similitudes. Quelle est donc la similitude? Donc la similitude, c'est la partition. Tous ces deux pays, tous ces quatre pays donc, ont connu des divisions en deux. Et tous ces quatre pays ont été divisés dans le cadre donc là, des affrontements Est ou Ouest. C'est dans le cadre de la bipolarisation du monde, dans le cadre des affrontements Est-Ouest, que ces quatre pays ont connu donc là des divisions. Et jusqu'à présent, donc le Vietnam du Nord, le Vietnam, donc il y a eu une réunification, l'Allemagne il y a une réunification, mais jusqu'au mois où je vous parle, la Corée du Nord et la Corée du Sud restent divisées. La République de Chine, Taïwan et la République populaire de Chine également restent divisées. Donc ces divisions qui datent de la guerre froide, c'est des divisions qui perdurent jusqu'à présent. Donc pour vous montrer un peu le poids de l'histoire, donc ces partitions-là existent toujours. Donc vous voyez, pour cet exercice bien précis, on avait demandé aux élèves donc là, de donner des réponses précises. Et donc ces réponses-là concernent le développement. Et donc, si on regarde bien, pour cet exercice, il n'y a pas de questions relatives à la portée historique. Il n'y a pas d'exercice relatif à la portée historique, parce que la portée historique ou bien l'intérêt historique, donc c'est des questions donc là, qui renvoient à
à la conclusion. Donc pour ce devoir, enfin pour cet exercice proposé au baccalauréat 2018, donc il n'y avait pas, donc là, une question relative à la conclusion. Okay. Mais maintenant, vous vous limitez tout simplement aux questions posées. Donc si on vous a posé, donc là, ces questions, mais naturellement, vous allez satisfaire ces réponses et vous allez vous en tenir là. Hein. Donc il ne faut pas rentrer dans d'autres considérations. Mais il est fréquent, donc, parce qu'on a répertorié avec un de mes autres collègues, Moustapha Mbow, donc il a fait un travail qui permet de répertorier un peu donc les questions les plus fréquentes donc, au niveau du commandant, le cadre du commentaire, les questions qui sont les plus fréquentes. Parmi les questions les plus fréquentes, on a présenté, donc on demande de l'élève de présenter, soit on présente le texte, soit on présente l'auteur. Donc présenter, c'est une question qui revient souvent. Dégager le contexte historique. Bon, j'ai vu rarement, en tout cas, ça peut arriver, mais en tout cas c'est très rare, voire exceptionnel, de voir un commentaire historique où il n'y a pas une question relative à dégager le contexte historique. Vraiment, il serait très rare. Donc pour vous dire que c'est des questions qui reviennent, c'est une question qui revient de manière assez fréquente. Donc il faudrait donc présenter soit l'auteur, soit le texte, mais en présentant, je vous l'ai dit, maintenant avec les nouveaux formules donc du bac au moment, il y a des subtilités, donc on donne des aspects précis de ce qu'il faut présenter. J'ai donné l'exemple de cette question où il fallait donc naturellement présenter donc les auteurs en rappelant leur origine, les fonctions exercées au moment de la conférence et les faits dont ils se sont illustrés. Un fait dont chacun d'eux s'est illustré. Donc dégager ici, c'est fréquent. Maintenant, expliquer la phrase soulignée, donc ça aussi c'est assez fréquent. Donc très souvent, on demande d'expliquer le passage souligné. Expliquer le passage souligné. Donc dans le cadre d'un commentaire, c'est un exercice qui revient donc fréquemment. Expliquer le passage souligné. Ou bien, donc on peut expliquer donc, un événement. Expliquer un événement de votre choix. Donc, un événement de votre choix, parmi donc tant d'autres événements qui sont élus, donc qui sont cités dans un document ou autre, on vous demande d'expliquer un événement de votre choix, ou bien deux ou trois, ça dépend donc là du nombre que la consigne vous aura donc vous aurez demandé de faire. Et puis maintenant, si la consigne vous demande de faire deux, faites deux fois, vous en faites autant, etc. etc. Donc vous voyez, ça également c'est extrêmement important. Et donc ici, je vous ai dit que la troisième partie, vous n'avez pas pris en compte, généralement à la troisième partie, on a tendance à demander aux élèves donc, de dégager la portée historique. Portée historique. C'est le plus souvent ce qui est demandé. Également, toujours avec ce jeune collègue, là, Moustapha Mbow, donc lui, il a résumé de façon assez symptomatique. Il dit que la portée historique, c'est l'avenir du texte. C'est-à-dire, quand on parle de portée historique de la doctrine Truman, ou bien la portée historique du plan Marshall, mais donc, la portée historique du plan Marshall, c'est que ce plan Marshall a accéléré la division de l'Europe. Donc la division de l'Europe en bloc de l'Est et bloc de l'Ouest. Parce que lorsque ce plan Marshall a été dégagé donc en 1947, qui devait soutenir les pays européens ruinés par la Seconde Guerre mondiale, donc il fallait, pour bénéficier de ce plan Marshall, être allié des États-Unis, accepter donc là de s'allier avec les États-Unis. Mais bien sûr que les pays qui étaient donc avec l'URSS donc ne vont pas accepter le plan Marshall. Donc comme portée historique donc là de ce plan Marshall, donc on peut voir une accélération donc de la partition de l'Europe. Donc une démarcation beaucoup plus précise du rideau de fer et la création donc là du Conseil d'assistance économique mutuelle, etc. Donc vous voyez, la portée historique, c'est
les conséquences. Les conséquences qu'entraîne le texte, le document, pour ne pas dire le texte, le document. Les conséquences qu'entraîne le document. Ok. Les conséquences qu'entraîne le document. Et je dis bien, c'est une question qui revient souvent. Le contexte historique, c'est une question qui revient souvent. La portée historique, c'est une question qui revient souvent. Présenter le texte ou bien présenter l'auteur, c'est des questions qui reviennent donc assez souvent dans le cadre d'un commentaire de texte. Et maintenant, pour que l'élève puisse réussir donc cet exercice, maintenant, donc, il va identifier simplement les types de questions les plus fréquentes et travailler en conséquence. Donc les types de questions les plus fréquentes sont cela. Et généralement, avec les nouveaux formats du bac, on a généralement 3 questions ou 4. Mais même si on a 4 questions, ces 4 questions renvoient à 3 parties. Généralement, donc les 2 premières questions, présenter le texte ou présenter l'auteur et dégager le contexte, ça renvoie à l'introduction. Expliquer un passage souligné du texte ou bien expliquer un événement relaté dans le texte, ça renvoie au développement. Maintenant, dégager la portée historique ou bien dégager l'intérêt historique. L'intérêt historique, ça renvoie à la conclusion. Ok. L'intérêt historique, on le dit souvent, tous les textes ont un intérêt historique. Tous les textes, tous les documents qu'on vous présente ont un intérêt historique. L'intérêt historique, c'est-à-dire qu'est-ce que ce document vous a permis de savoir de plus? Qu'est-ce que ce document vous a apporté comme renseignement supplémentaire sur vos connaissances historiques? Donc l'intérêt de ce texte, quel a été donc l'intérêt d'étudier voilà, les intérêts historiques donc là, des textes de Modibo Keïta et de Gamal Abdel Nasser. Donc là, on nous a donné une idée précise de la position des pays non alignés en 1960-61. Okay. Donc tous les textes ont un intérêt historique, mais tous les textes n'ont pas de portée historique. Certains textes n'ont pas de portée historique, mais tous les textes ont un intérêt historique. Mais très souvent, les élèves posent la question, monsieur, quelle est la différence entre l'intérêt historique ou bien la portée historique? Ou bien certains même disent carrément que l'intérêt historique égale portée historique, c'est la même chose. C'est archi faux, c'est pas la même chose, ce sont 2 choses différentes. Donc, l'intérêt historique, c'est le présent du texte. C'est qu'est-ce que le texte vous a permis de savoir, le présent du texte. Et la portée historique, c'est le futur du texte. Le futur du texte. C'est-à-dire que le texte va entraîner dans l'avenir, donc là, plus tard, dans le temps. Mais ici, c'est à présent. Maintenant, après étude, après lecture, maintenant, quel enseignement peut-on en tirer? Donc vous voyez que c'est 2 choses quand même qui sont différentes. Dire que c'est la même chose serait faire une grande erreur. Donc ne pas également faire la différenciation. Donc ça peut amener à des confusions donc, lors donc, là, des connexions. Donc vous voyez, chers élèves, donc voilà un peu, de manière assez ramassée, donc, le commentaire historique. Donc on a généralement 2 types de commentaires. Donc le commentaire dit libre, donc où on présente un seul texte, on donne un texte libre. Maintenant c'est à l'élève de s'organiser, donc de présenter le texte. Si on vous présente un commentaire libre, qui n'est pas pour le moment abandonné, mais bon, qu'on ne donne plus depuis 2014 pratiquement, mais donc il va falloir faire donc une présentation donc là, du document, s'il s'agit d'un texte, s'il s'agit d'une image, s'il s'agit d'une carte, etc. Je vous dis que le document peut être un texte, une image, ou bien même des textes, comme le cas précis ici, parce que le commentaire ici portait sur deux textes. Ok. Donc, il faut présenter le texte. Ok. Présenter le texte revient à donc, donner la nature du texte, donner la source du texte et donner son auteur. Ensuite, il faut présenter l'auteur. Présenter l'auteur revient à donc, faire sa biographie et sa bibliographie. Il faut dégager le contexte historique. Le contexte historique, naturellement, c'est les événements qui ont inspiré l'auteur à rédiger donc,
le texte. Ensuite, il faut faire résumé ou analyse. C'est un choix entre les deux. Vous faites le résumé du texte ou bien analyse. Le résumé, c'est comme ce que vous faites en français. Donc, généralement, le résumé, on demande à un quart donc, là, de la longueur du texte. Vous comptez le nombre de mots, vous divisez ça par le quart avec une marge de plus ou moins 10%. 10% de plus ou bien 10% de moins. Voilà, donc, c'est la marge donc, standard. Ensuite, de faire dégager un plan détaillé. Donc, ce plan-là, je dis dans le cadre d'un commentaire libre, le plan, ce plan est détaillé parce que le texte est numéroté auparavant. Maintenant, et chaque partie donc là, du plan dégagé, donc il faut donner un titre. Chaque partie, il faut donner un titre. Et si on en vient au commentaire proprement dit, donc il faut reprendre le titre, commenter, mais en faisant des illustrations avec le texte. Hein, parce qu'on dit que le commentaire part du texte et revient au texte. En guise d'introduction, je vous ai dit que le commentaire, dans le cadre d'un commentaire, l'élève exploite aussi bien les ressources internes, c'est-à-dire ses cours, mais également les ressources externes, c'est-à-dire le document qui lui est présenté. Donc, dans le cadre d'un commentaire, il n'est pas interdit à l'élève de citer, donc là, de référencer, d'expliquer et d'appuyer son raisonnement avec des bouts du texte, ou bien d'indiquer d'indiquer les lignes où se trouvent donc là les idées, tantôt évoquées, n'est-ce pas? Ensuite, finir, donc, toujours dans le cadre d'un commentaire libre, par dégager l'intérêt historique, ensuite la portée historique s'il y en a un, je vous ai dit, parce que tous les textes n'ont pas de portée historique, et finir naturellement par faire une critique d'ensemble du texte. Ça, c'est dans le cadre d'un commentaire libre. Nous avions dit que ce commentaire libre est maintenant a tendance à être dépassé depuis 2014 par ce qu'on appelle un commentaire suivi. Un commentaire suivi de questions ou bien un commentaire dirigé. Un commentaire où les réponses donc là, de l'élève sont dirigées, sont bien calibrées. Et pour cela, on a donné un exemple précis avec le bac 2018. Et pour ceci, donc on a posé des questions à l'élève, mais des questions orientées. Hein? Donc on demande de présenter les auteurs. On n'a pas ici demandé de présenter le texte. Donc l'élève n'a pas besoin de présenter le texte parce que la consigne n'en fait pas mention. Donc il ne faudrait pas se compliquer la vie. La consigne n'en fait pas mention, donc naturellement, donc, il faut s'en tenir à la consigne. Ici, donc, on demande à l'élève de présenter donc là les deux auteurs en indiquant les fonctions. Donc pour chacun, on indique les fonctions au moment de la conférence où ils ont prononcé donc là les discours. Donc vous voyez, ça c'est très précis. Ok, d'évoquer pour chacun un fait historique où il s'est illustré. Donc vous voyez, naturellement, donc là, le contexte historique, des faits relatés. Donc à partir donc là, des faits relatés, l'élève dégage le contexte historique. Je veux dire que le contexte historique, donc ça peut être inspiré par des événements économiques, des événements politiques, des événements sociaux, mais l'élève quand même doit prendre le contexte le plus pertinent donc pour le relayer. Et dans toujours le cadre du commentaire, parfois on demande à l'élève donc là d'expliquer le passage souligné. Maintenant, pour expliquer ce passage souligné, naturellement, il faut s'inspirer du texte, mais il faut s'inspirer des connaissances des cours, du contenu donc là, des cours ou bien autre documentation. Et naturellement, ici, parfois on peut demander d'expliquer un événement évoqué dans le texte. Un événement, donc on peut évoquer plusieurs événements dans le texte, mais on demande à l'élève d'en expliquer un seul. C'est toujours dans le cas donc là, du bac UOMOA, où on a simplifié un peu le commentaire pour permettre aux élèves de réussir dans cet exercice, parce que le commentaire libre, on a eu su que donc, lorsque je vous ai fait la démonstration, vous êtes rendu compte que c'est un exercice dont le niveau d'exigence est plus ou moins élevé. Et donc, il faudrait avoir un certain nombre de bagages intellectuels, donc là, d'outils historiques pour pouvoir explorer et réussir quand même ce type d'exercice qui est le commentaire libre. Mais par contre, pour le commentaire dirigé, maintenant, il suffit de lire, de comprendre. Donc, il suffit de lire plusieurs fois et puis de s'en tenir aux consignes
pour pouvoir réussir cet exercice. Et enfin, donc je dis pour les questions relatives à l'intérêt historique, à la portée historique, ça c'est la partie relative à la conclusion. Donc vous voyez, c'est un peu ça, donc de manière résumée, c'est ça que nous avons fait. Mais maintenant, en guise d'illustration, pour approfondir un peu donc là, ces acquis, donc vous pouvez maintenant donc, faire des exercices, vous appuyez sur des exercices, mais il est préférable de faire des exercices sur des leçons que vous avez déjà traitées en classe. Dans ce cas, ça vous permet donc là d'avoir beaucoup plus de ressources. Donc voilà, mademoiselles, mesdames et messieurs, donc l'essentiel donc là du cours. Nous vous donnons toujours rendez-vous la prochaine fois sur cette même plateforme Prébac, Prébac, et nous espérons quand même que le cours vous a plu et nous sommes ouverts également à vos suggestions. Prépa Bac 2020 vous est